La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante. Car il pense comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr. Quel est l'effet des sondages sur la vie politique ? Que veut-on dire par les sondages font l'opinion ? Par qui sont-ils effectués ? Selon quels procédés ? Comment sont-ils régulés, encadrés ? Eh bien, ce sont toutes les questions que nous allons aborder jusqu'à 9h, 9h10. Avec donc Alain Garrigou. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes Alain Garrigou, professeur de sciences politiques à Paris 10 Nanterre. Vous avez fondé l'Observatoire des sondages, donc qui, vous allez peut-être nous en parler, qui surveille, qui fait une veille scientifique sur les sondages. Donc vous collaborez régulièrement au Monde diplomatique et vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment sur le sujet des sondages. L'ivresse des sondages à la découverte en 2006, le manuel anti-sondage La démocratie n'est pas à vendre, donc aux éditions La Ville brûle en 2011, et aussi Les secrets de l'isoloir, et aux éditions Le bord de l'eau en 2012. Voilà, et nous sommes évidemment également avec Louis Sézy, membre de l'association pour une constituante. Bonjour. Bonjour. Et fidèle à l'émission. Et Jérémy Mercier. Bonjour Jérémy. Donc membre de l'association également, et donc qui intervenait régulièrement avec nous. Alors donc je vous propose de peut-être commencer, avant de répondre aux questions que j'exprimais lors du lancement, peut-être commencer sur une définition des sondages et puis peut-être un historique. Lorsqu'on parle de sondage, alors évidemment, on pense tout de suite aux sondages d'opinion politique sur les intentions de vote. Mais les sondages, ce n'est bien évidemment pas limité à ça. Oui, les sondages sont des enquêtes statistiques fondées sur la représentativité, c'est-à-dire sur des échantillons représentatifs qu'il faut différencier de toutes les autres enquêtes d'opinion ou d'attitude, etc., qui sont faites sur d'autres échantillons qui n'ont pas de caractère de représentativité. Ça existe notamment, vous en voyez dans la presse, c'est ce qu'on appelle les votes de paille, où on demande aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs leur opinion sur le sujet de l'émission, voilà, et ils répondent au téléphone. Ça, c'est ce qu'on appelle des votes de paille. Ça existe depuis le 19e siècle, exactement depuis 1826 aux États-Unis. Vous voyez, c'est assez long, mais on ne peut pas appeler ça des sondages. Voilà, le caractère spécifique du sondage, c'est qu'il est censé être représentatif d'une opinion. Voilà, alors ça c'est une invention. Les enquêtes statistiques, ça existe depuis fort longtemps, donc, mais les enquêtes sur la condition ouvrière au 19e siècle, sur le travail dans les entreprises, Elton Mayo, etc. Mais c'est un publicitaire, George Gallup, qui a, disons, utilisé l'idée de représentativité qui venait des mathématiques, et qui avait fait en 1936 ce sondage avec 5000 personnes, ce qui est absolument énorme, c'est beaucoup, pour annoncer que Roosevelt allait être élu et non pas son challenger, et alors que le vote de paille qui était fait par un journal spécialisé là-dedans, qui s'appelait Literary Digest, sur plusieurs millions de personnes, avait annoncé que ce serait le concurrent, dont on a oublié le nom, c'est Landon, qui serait lui élu. Et c'est Gallup qui a gagné. Le journal qui faisait les votes de paille a fait faillite. Et Gallup est resté, disons, le héros de cette histoire. Sauf que quand
quand il s'est trompé, comme en 1948, on s'est dépêché d'oublier. Parce qu'à la matière, on ne se souvient que des succès. Donc ça, c'était en 1936. Oui. Et il a démontré qu'avec un échantillon beaucoup plus petit, il arrivait à mieux, alors est-ce qu'on peut dire prédire? Non, c'était très loin. Les résultats étaient très mauvais, à 5% près. Aujourd'hui, ce serait une honte pour les sondeurs, surtout À avec 5000 5%. personnes. Mais bon, comme de toute façon, les sondages électoraux, qui sont peu de choses, mais qui sont en quelque sorte le produit d'appel des instituts de sondage. C'est ce qui les fait voir. Bon, si vous voulez, d'une certaine manière, quand ils se trompent, on nous explique que ce n'est pas un instrument de prédiction. Et quand c'est assez juste, on explique qu'ils avaient bien prédit. Voilà, c'est du commerce. Bon. Voilà. Et donc, alors c'est vrai comme ça paraît étonnant que vous dites 5000, c'est beaucoup que pour un échantillon. Donc en général, les sondages, c'est souvent autour de 1000 personnes, les sondages d'opinion dont on entend parler dans la presse. Donc c'est vrai que ça paraît étonnant comme ça, qu'à partir d'un échantillon de 1000 personnes, on arrive à prédire, entre guillemets, l'opinion de 60 millions de Français, par exemple. Oui, mais bon, il y a on peut faire des démonstrations mathématiques savantes, etc. Mais il y a une image qui représente assez bien la chose. Si vous voulez savoir si la soupe est trop salée, il suffit d'une cuillère. Il faut qu'elle soit bien mélangée, voilà, c'est tout. Et ça, c'est le problème des échantillons représentatifs. Voilà, donc ça peut être bien fait. Mais il y a d'autres problèmes que la représentativité statistique. Alors, c'est par la méthode aléatoire ou par la méthode des quotas. On ne va pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez, on peut le faire. Si vous êtes de bonne heure prêt à supporter ce genre. Voilà, peut-être pas, mais en tout cas, il y a des méthodes pour choisir les 1000. Évidemment, on les choisit pas n'importe comment. Absolument. Bon, c'est important. Voilà. Alors, il y a la méthode aléatoire, c'est au hasard. Et après, on fait ensuite l'échantillonnage. Et puis la méthode par quota, c'est on dit on a besoin de tant d'employés, de tant de ceci, de tel âge, voilà. Voilà. Donc bon, en France, c'est par la méthode des quotas. Bon. D'accord. Alors en France, on a notamment l'IFOP qui a été fondé en 38, je crois. Absolument. Qui est donc l'Institut français d'opinion publique, qui est historiquement le premier institut de sondage. Fondé par un psychologue social universitaire qui s'appelait Jean Stotzel en 1938. Le premier sondage qui a été effectué par l'IFOP portait sur les accords de Munich. On sait que c'était un peu bricolé, mais tous les Français n'étaient pas d'accord avec les accords de Munich. Moi, on sait ça, donc c'est pas... Mais l'IFOP a voulu rééditer le succès de Georges Gallup. Et en 1946, puisqu'il y avait un référendum, donc c'était une consultation électorale facile. Oui, non, il n'y a pas plus facile. Il n'y a pas plus facile. Paf, ils se sont plantés. Ils ont annoncé l'adoption du premier projet de constitution. Ils se sont trompés. Donc, ils se sont fait oublier un certain temps. Il aura fallu attendre 1965 pour réussir à prédire, parce que c'était bien de cela qu'il s'agissait, le ballotage du général de Gaulle. Et alors, à partir de là, bon, il y avait à l'époque 2 instituts, et après, ça a prospéré comme, disons, la marchandisation des produits scientifiques. Ça vient des laboratoires, si vous voulez, et puis après, des entreprises s'en servent. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis aussi. Bon. Et s'éloignent de plus en plus de la science, mais ne veulent pas couper complètement le lien avec les scientifiques, parce que c'est important pour le crédit de ces entreprises. L'image. Oui, voilà. Oui. Sachant que bien évidemment, bon an, mal an, ces instituts de sondage, je pense qu'ils se sont multipliés en France depuis, font essentiellement des sondages avec des fins de marketing, d'études de marché pour des C'est ça l'important. Ouais. C'est ça l'important. Il faut savoir que les sondages d'opinion, même pas les sondages d'intention de vote, qui sont alors là, c'est au moment des campagnes surtout, mais il y en a tout le temps et c'est une erreur. Mais les sondages d'opinion, c'est 5% du chiffre d'affaires, moins de 5%, on considère. C'est pas ça qui a fait vivre les entreprises de sondage. C'est bien sûr les enquêtes de marketing, ce qu'on fait payer très cher aux entreprises. Alors ça les fait vivre, mais c'est extrêmement important d'avoir la notoriété. Et ça, c'est les sondages d'opinion qui font la notoriété.
Voilà, puisque on en parle dans les soirées électorales, etc., etc. Et tout le temps maintenant. Le problème, c'est que c'est en permanence. Alors maintenant, ce qui est constant, c'est la cote de popularité des hommes politiques. C'est constamment, comme je disais en introduction, une sorte de course de petits chevaux qui progresse, qui régresse en popularité. Et c'est ça qui drive un peu, pour continuer dans le vocabulaire hippique, c'est ça qui drive l'attitude, on a l'impression, des hommes politiques, quoi. Leur code de popularité. Quoi qu'ils en disent, ils sont très sensibles à ce que disent aux résultats des sondages, notamment ce dont vous parlez, c'est les baromètres, c'est-à-dire l'interrogation continue. Voilà. Ils sont très sensibles, beaucoup plus que les citoyens. Et donc, ça a des effets. Voilà. Ok, alors, alors déjà, vous avez publié beaucoup de littérature sur cette question-là et sur notamment des analyses critiques sur la fiabilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut, quels sont si vous pouvez nous résumer un peu les arguments, en quoi finalement ces sondages ils sont problématiques en termes de fiabilité, parce qu'après tout, on pourrait se dire, des fois on se trompe, c'est pas très grave, enfin ça arrive, c'est la vie, on peut pas tout prédire, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en termes de fiabilité ou des sondages d'une part, et puis de biais que ça introduit dans la vie politique? Alors d'abord, il y a le principe. Le principe est un peu naïf de croire que les hommes, les humains, on va dire, font ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font. Alors, c'est tellement vrai il y a un seul type de sondage où on peut vérifier par rapport au réel sur les sondages électoraux, d'où leur importance. Or, si on approche les résultats effectifs des élections, c'est en corrigeant. C'est-à-dire en ne croyant pas ce que les gens disent. Et notamment en corrigeant les sous-déclarations, sur-déclarations. On sait qu'il y a des sur-déclarations dans les parties centrales, médianes, on va dire, de l'éventail politique, et au contraire, sous-déclarations du côté des extrêmes. Alors il faut faire une correction, vous allez me dire comment on fait. Justement, c'est pas possible la première fois. Mais après, quand on a des résultats des élections précédentes, par exemple, le redressement, si on sait que de tel côté, on va avoir 6% de gens qui vont déclarer une intention de vote, mais qu'à l'élection précédente du même type, ce courant qui a 6%, qui est crédité de 6% d'intention de vote, a obtenu 12%, le coefficient de redressement est du double. Il faut doubler les intentions de vote. Donc les gens ne sont pas sincères. Donc en gros, les gens osent moins dire qu'ils votent FN, par exemple. C'était le cas. C'est pour ça que les sondeurs se trompaient régulièrement sur le vote FN, parce que en plus, il y a un moment où il faut tellement redresser que ça pose problème. Et ils ont des problèmes de scrupules, les sondeurs, parce que ça veut dire que leur instrument n'est pas du tout fiable. Mais imaginez quand il faut multiplier, comme c'était le cas, par 2,4. Ah oui, effectivement. Donc, alors, c'est que c'est pas... Si vous voulez, il y a un moment, ça met en cause la fiabilité de la méthode. Il ne suffit pas de demander pour savoir. Alors ça, c'est un grand principe que tous les scientifiques des sciences sociales connaissent, mais qu'on fait semblant d'ignorer, en partie, parce qu'il faut quand même se dire une chose, c'est que sur les autres sondages qui ne sont pas électoraux, on n'a aucun moyen de corriger. Conclusion, ce que je peux dire, c'est qu'on a des résultats qui sont toujours faux. C'est grave, mais c'est ça. Voilà, si vous faites un sondage d'opinion pour connaître l'opinion des Français sur une question générale, il n'y aura pas de vérification par rapport à une réalité comme celle du vote, quoi. Il peut, mais dans une condition extrêmement précise. Il faudrait qu'un autre sondage. Ça arrive par hasard, mais il est rare que deux sondeurs posent la même question, mais ça arrive. Oui, l'un des reproches qui est fait, pour prolonger ce que dit le professeur Garrigou, l'un des reproches qui est fait notamment à ces corrections qui sont effectuées, c'est que de fait, elles ne sont jamais indiquées, on ne publie jamais la manière dont ont été appliqués un peu ces coefficients de correction, à côté évidemment des résultats bruts quantitatif, puisque là, donc, il y a un aspect de projection par rapport à un passé qui est pris en compte, etc., avec une marge d'erreur qui peut être assez importante.
Et c'est là où on voit bien qu'il y a quand même un certain bricolage dans la confection un petit peu des résultats, sans que l'on dise chaque fois quelle est la méthode effective qui a été appliquée et quel est le pourcentage de cet indice de correction qui intervient. Ça, c'est pour les sondages électoraux, c'est vrai. Et les sondeurs ont refusé, quand il y a eu une proposition de loi sénatoriale adoptée à l'unanimité, c'était ce qui motivait les politiques. Ça, c'est très important pour eux, cette histoire des marges d'erreur en matière de sondage et sur les intentions de vote. Ils accordent d'ailleurs à la question beaucoup trop d'importance, les politiques. Mais pour eux, c'est vital. Voilà. Donc, ça avait été l'idée de la publicité, c'est-à-dire indiquer au public la correction, avait été adoptée par les sénateurs. Les sondeurs étaient fous. Parce que ça, ils n'en veulent pas. Parce que ça met en cause leur crédit. Ça introduit Voilà, une sorte de mais ils doute. le font. Et quand on connaît les résultats non corrigés, on sourit parfois, oui. Alors, d'un point de vue fondamental, le sondage, ça laisse à penser quand même qu'il y a une sorte d'opinion publique qui préexiste et dont le sondage ne fait que, en quelque sorte, révéler l'existence. Et on est vraiment dans cette croyance-là, dans les médias, dans la manière dont les choses sont présentées. Et là, vous donnez un autre son de cloche, c'est-à-dire, finalement, si on pose des questions aux gens, en général, ils répondent, quoi, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait une sorte d'opinion générale qui préexistait. Je ne sais pas si Oui. Jérémy veut s'exprimer ou Monsieur Ouais, Garrigou. je pense que c'est Jérémy Mercier. Alain, ouais, en vous entendant, je pense bien évidemment, l'opinion publique n'existe pas. Je pense que les réflexes sont partagés autour de cette table. Et en parler d'opinion, c'est d'abord sous-entendre que on fabrique cette opinion. Donc en fait, il n'y a pas d'opinion en tant que telle. Et penser le calcul de cette opinion semble aussi très problématique vis-à-vis simplement des principes de la démocratie. La démocratie, c'est pas une opinion, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. La démocratie, c'est pas non plus le bipartisme. La démocratie, c'est l'affrontement des idées, c'est le mouvement, c'est la dialectique, la démocratie, c'est le conflit politique. Voilà, On peut prendre des cas très précis. Oui. Bon, alors, c'est le fameux titre de Bourdieu qu'il a employé dans un sens très précis. Il a fait un peu de titraille, il faut jamais l'oublier, comme beaucoup d'autres. Mais c'est l'opinion publique n'existe pas telle que les définissent les sondages, c'est-à-dire surtout n'importe quoi, c'est comme opinion spontanée. Enfin bon, on peut pas mélanger les opinions comme équivalentes dans un certain nombre de cas, mais ça peut exister. Par exemple, avant une élection, parce qu'il y a une mobilisation, là on trouve de l'opinion. 2 jours avant une élection, s'il y avait un référendum et ça, on peut pas dire que ça n'existe pas. Donc c'est pas, je suis obligé d'interpréter la parole de Bourdieu puisque il n'est pas là pour. Mais bon, il faut faire attention. Il a été victime un peu de son titre. Alors, mais par exemple, prenons un exemple. Là, un des derniers sondages, c'est les Français seraient favorables à la proportionnelle. Franchement. Qui a une opinion sur la proportionnelle scrutin majoritaire comme ça, quand il suffit d'un claquement de doigts pour qu'on le demande aux gens, et les gens répondent. Pire, aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des sondages, 75%, sont faits par Internet. Je précise au passage que par Internet, il n'y a pas de méthode des quotas. Mais tous les sondeurs vous mettent méthode des quotas. C'est faux, c'est impossible. Pour les statisticiens, c'est impossible. Alors par Internet... C'est pas grave. Mais si vous voulez par Internet, forcément, les gens qui sont appâtés par une petite rémunération, un cadeau, ou qui ont envie de dire quelque chose parce qu'ils l'ont sur le cœur, alors au moins c'est de l'opinion, sauf qu'on sait que ça représente plutôt les extrêmes, et notamment l'extrême droite. Bon. Eh bien, dans ces cas, vous n'avez pas de non-opinion. Vous n'avez que des gens qui répondent. Si vous voulez gagner 1 ou 2 euros, le caméscope que vous propose le sondeur, est-ce que vous croyez que vous allez mettre non-réponse? Vous avez une chance de gagner. Donc, il n'y a que des gens qui ont des opinions. Oui, Louis. Oui, ce qu'on peut dire aussi, c'est que parfois, cette opinion est fabriquée et va à l'encontre même de ce que viennent d'exprimer les Français dans un vote récent. Prenons par exemple le sondage qu'a fait l'IFOP pour le journal du dimanche et qui a été publié le 5 avril dernier. Dans ce sondage, il était dit
que 6% des Français ne veulent pas de changement de gouvernement et ne veulent pas non plus changement de cap politique. Ce qui manifestement était contraire à ce que venaient d'exprimer les Français les 22 et 29 mars, qui avaient donné une claque à la majorité gouvernementale en montrant un certain mécontentement contre cette politique d'austérité que nous connaissons. Et c'était bien donc un désaveu qui avait été exprimé à l'encontre de la politique suivie par le gouvernement et en même temps de la majorité politique qui soutient ce gouvernement. Donc on voit bien qu'on utilise parfois le sondage ici pour jouer contre la démocratie, alors même que le peuple vient de s'exprimer en grandeur réelle, si j'ose dire. Et on arrive à lui faire dire le contraire de ce qu'il vient immédiatement d'exprimer. Alors oui, j'imagine que la manière dont les questions sont posées, évidemment, est importante, puisque on peut, dans la manière dont la question peut induire, Oui. une opinion, un avis. Au début de l'histoire des sondages, quand il y avait des mauvaises questions, des questions biaisées, ça arrivait, on disait c'est par inexpérience, mais on va corriger. L'instrument va devenir adulte. Or, le problème, c'est que l'instrument a proliféré et qu'on attend toujours l'âge adulte parce qu'il y a des erreurs absolument grossières. Mais alors, Qu'est-ce que ce serait une erreur dans la manière de formuler une question? Une question, il y a la question elle-même, c'est le plus facile. Par exemple, en 1970, par là, on avait dit quel est pour vous le syndicat le plus bureaucratique. Il y avait des gens qui avaient répondu bureaucratique au sens péjoratif et d'autres qui ont répondu FO parce que c'était le syndicat des employés. Mais là, c'était pas malin de la part du sondeur, c'était une mauvaise question. Le sondeur n'avait pas imaginé. Bon, mais aujourd'hui, il y a des questions. Alors là, franchement, c'est de la manipulation pure et simple. Si vous dites un exemple manifeste, mais j'en ai tellement trouvé. Mais par exemple, êtes-vous favorable au démantèlement des camps illégaux de Rome? Il y a illégaux, il y a des chances qu'on obtienne une... Bon, il y a la suite des questions. C'est ce qu'on appelle l'effet d'acquiescement. Quand on commence à faire lâcher quelqu'un sur un point, on l'amène où on veut, à peu près, hein, c'est clair, parce qu'il va dire oui pour faire plaisir. Et notamment des questions où la personne n'a pas d'opinion, mais veut pas passer pour un cancre. C'est-à-dire ne pas répondre, c'est embêtant. Il faut être sûr de soi pour pas répondre. Vous vous rendez compte quel sondé peut dire mais votre question est mal posée, monsieur? Oui, donc là... Et ça serait par téléphone. Hein. Bon, c'est pas le volontariat. Or, n'oubliez pas que maintenant, c'est essentiellement par Internet. Il faut avoir rien d'autre à faire. Bon, et puis il y a d'autres choses. Il y a les effets de composition, les effets statistiques. Par exemple, là, sur l'exemple que Louis Sézy vient de nous donner, il faut voir que ça peut jouer à l'inverse. Je vais prendre un exemple. Mais tout ça pour dire qu'il faut pouvoir interpréter, ce qui n'est jamais fait dans les médias, parce que de toute façon, les commentateurs politiques, nous ne sommes pas dans le corporatisme ici, mais les commentateurs politiques sont totalement incompétents. Et ils veulent pas, surtout, ça fera un effort, vous voyez. Et il faut jamais oublier que les sondeurs, les chargés d'études donnent à la presse des articles tout faits. C'est-à-dire, c'est du public reportage. Donc, mais il n'y par a exemple, pas d'analyse critique. Non, c'est très rare. C'est très rare. Et puis vous connaissez les médias de surcroît. Il faut pas ici, mais il y a des endroits, il vous faut obligatoirement le débat. Donc il faut pouvoir mettre le pour et le contre. Alors moi, c'est très embêtant pour les médias, ça m'arrange à bien des égards, mais aujourd'hui, je n'ai plus un seul sondeur qui veuille dialoguer avec moi. Conclusion, si on m'invite plus sur ce sujet en tout cas, et j'ai pas à me lever le matin, c'est très bien. Mais je vais prendre un autre exemple. Sauf pour venir sur Aligre FM. Voilà, c'est une manière habile de publicité. Mais voyez par exemple sur des mouvements sociaux qui paralysent, etc., comme c'était été le cas en décembre 1995. Eh bien, les gouvernants ont pu enregistrer la faveur de l'opinion à l'égard du mouvement social. C'est-à-dire que les sondés, dans une large majorité, étaient favorables au mouvement social de décembre 1995. Et ça a été extrêmement important dans l'issue, c'est-à-dire la retraite en plus ou moins bon ordre, gouvernement. Sauf qu'il fallait regarder à l'intérieur.
Il y avait une partie des sondés qui étaient favorables au mouvement social. Et puis il y avait une partie des sondés qui répondent exactement la même chose, qui eux étaient favorables au retour à l'ordre, c'est-à-dire pour prendre le métro, le transport collectif, et qui n'étaient pas favorables, mais simplement ils voulaient qu'on arrête. Et ça fait une majorité de composition. C'est pas le même avis. Et ça, constamment. Donc il faudrait, pour se servir de ce genre d'instrument, d'abord que ce soit mieux fait, ce qui est tout à fait possible. Vous savez qu'un des biais, c'est par exemple, vous avez des sous-échantillons qui sont complètement ridicules. Quand on prend tel électorat, etc., qu'on enlève, on est à quelques dizaines. Et on se permet des exégèses à partir de quelques dizaines de personnes. C'est ridicule. Alors là, du coup, la représentativité n'y est plus du tout. La perd. Alors, je note quand même cet exemple saisissant sur l'exemple que vous avez donné sur la question sur les camps de Rome, qui finalement montre bien la manipulation et montre bien comment on peut induire une réponse. Et donc après forcément on va reprendre le résultat du sondage en annonçant qu'une grande majorité de Français est contre. Après on peut oublier l'adjectif illégal lorsqu'on reprend, on va dire, est contre et pour le démantèlement des camps de Rome. Et puis, on peut faire dire à peu près ce qu'on veut quand on est en bon pro. Je n'ai pas dit que les entreprises de sondage le faisaient, mais j'ai eu l'occasion de dire n'importe quel groupe professionnel. Je ne dis pas celui auquel je l'ai dit, parce que c'était une occasion officielle. Mais si on a un problème, on commande un sondage. On a un sondage qui est plutôt favorable. Et si c'est quelque chose d'actualité, etc., on relie le sondage dans la presse. C'est-à-dire, en plus, on a l'accompagnement médiatique, puisque de toute façon, beaucoup d'organes de presse ont besoin d'informations. Voilà, c'est-à-dire que l'Institut de sondage, il a une sorte d'aura en France et j'imagine partout, de crédit, de légitimité, d'approche scientifique, etc. Ce qui fait que à la fois la personne qui répond va pas questionner la question, entre guillemets, va pas remettre en question et va répondre, entre guillemets, benoîtement. Et les médias ne vont pas analyser de manière critique le sondage, quoi. Oui, il faut bien voir aussi, je crois qu'il faut quand même le souligner avec force ici, c'est que les sondages font vivre un peu l'univers journalistique. C'est-à-dire que finalement, de quoi se préoccupent les journalistes et les médias, c'est de ce qu'ont révélé ou on censé avoir été révélé lors de tel ou tel type de sondage. Et de fait, les médias ne font plus tellement leur job, c'est-à-dire à informer l'opinion des Français des grands problèmes qui sont devant eux. Au lieu de cela, on parle des gladiateurs dans le cirque avec les cotes de popularité des hommes politiques les uns par rapport aux autres, etc. etc. Donc on fabrique quand même ce que doit être la préoccupation politique, entre guillemets, des Français, à l'aide notamment de ces sondages qui donnent un peu une orientation, une manière de penser la politique, le politique. Voilà, et puis si on pour aller même peut-être plus loin, il y a peut-être un effet de ce qu'on peut appeler, enfin ce que vous appelez contamination des indécis, c'est-à-dire que finalement beaucoup de Français sur beaucoup de questions n'ont pas forcément d'avis tranché, et lorsqu'on va entendre les résultats d'un sondage, il y a toujours un effet d'influence, j'imagine. Pas sur un sondage. La crédulité des politiques, c'est fondamental. La profession politique, la professionnalisation, c'est la fortune des sondages. Ce qui croit le plus des sondages, c'est moins les citoyens. Il ne faut pas se faire d'illusions que les professionnels de la politique. Pourquoi ? Parce qu'ils en ont besoin, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'étant professionnalisés, ils fréquentent de moins en moins les gens, faut quand même le dire, qu'il y a de plus en plus de place autour d'eux pour les auxiliaires de la politique. D'ailleurs, il y a de plus en plus de dirigeants politiques qui n'ont jamais fait d'autre métier.
C'est-à-dire ils sont commencés assistants parlementaires. On peut citer des noms, Monsieur Fillon, mais il y en a beaucoup. Assistants parlementaires, et puis après élus. Donc ils n'ont jamais rien fait autre chose. Ils sont passés par des formations dans l'enseignement supérieur, en principe l'université, les instituts d'études politiques, qui souvent, hélas, a forgé leur crédulité. Je le regrette parce que il y a des enseignements qui me paraissent pas adaptés, en tout cas pas scientifiques. Et par conséquent, ils se fient à ce dont ils disposent pour réussir. Et puis, c'est-à-dire, s'ils avaient autre chose, s'il y avait d'autres moyens de se faire élire, peut-être qu'ils iraient d'autres manières. Mais je veux dire qu'ils sont préparés aussi par leur formation intellectuelle à faire confiance à ces produits supposés de la science, et qui le sont partiellement, les produits de la science, partiellement. C'est bien ça l'astuce, parce qu'en plus, il y a ce crédit, ça fait scientifique. Voilà. Donc c'est plus la crédulité, je dirais, intéressée et à certains égards rationnels, politiques. Et il y a des aspects, effectivement, de magie. C'est-à-dire, on peut parler de la crédulité, peut avoir des côtés extrêmement naïfs. C'est-à-dire, c'est la bonne aventure, c'est le marc de café, les sondeurs jouent, qui d'ailleurs, il faut C'est quand même le remarquer, l'oracle. cumulent, absolument, cumulent d'ailleurs deux métiers généralement, sondeur et conseiller en communication. Ils sont tous passés au conseiller en communication. Ils sont des spin doctors. Et en même temps, ils peuvent fragiliser un homme politique dans la cote. Il y a des témoignages là-dessus de ces gens qui disent ils reçoivent le coup de téléphone. Alors c'est vrai, j'ai baissé de 2 points, mais qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et alors c'est très bon ça pour tenir des gens sous sa coupe. C'est très bon, on leur fait peur, etc. Les spin doctors ont envahi la politique française maintenant, comme ils l'ont fait déjà aux États-Unis. Et eux-mêmes utilisent ça, mais alors maintenant c'est devenu quelque chose de tout à fait manipulatoire. Enfin bon, l'affaire des sondages de l'Élysée, c'est ça quand même. Donc c'était l'Élysée qui commandait en plus en cachette, sur des budgets publics, des sondages pour gérer ses propres intérêts, quoi, en résumé. Donc ça avait fait scandale un peu à l'époque de Sarkozy. Donc finalement, le politique, il est à l'affût de l'évolution de sa cote de popularité et il s'en remet comme ça, de manière quasi religieuse, non? Il y a un peu ce côté-là. Un peu, oui. C'est une profession, on pourrait dire, risquée, dangereuse. On peut se retrouver au chômage comme ça à la suite d'une élection. Donc il y a une forme de fragilité assez extraordinaire dans ce métier, qui est un métier difficile de ce point de vue-là. Il faut quand même le dire, même si on peut tirer dessus. S'il y en a qui s'en sortent bien et qui... Oui, mais il y en a qui s'en sortent mal, et c'est le chômage. Quand on a peu de mandats, c'est des situations extrêmement difficiles. C'est un univers qui porte à la crédulité. Ouais. Mais alors, pour prolonger ce que dit M. Garrigou, le lien des politiques devient un lien avec le monde de sondagier, avec le monde des sondeurs, et non plus un lien avec les citoyens. Alors que, de fait, la démocratie, c'est le débat permanent entre les représentants et puis le peuple qui est souverain. Là, on a substitué la sondagiomania, finalement, à la démocratie, et la sondagiomania n'est qu'un ersatz de démocratie et n'a rien à voir avec la démocratie, évidemment. Alors, pour essayer de corriger ou de minimiser tous ces effets, il y a quand même des règlements, des lois, non? Mince. Alors, Alain Garrigou me fait non. Oui. Vous allez nous expliquer. Je pensais qu'il y avait quand même des tentatives d'encadrement. Par exemple, on ne peut pas faire de sondage les derniers jours d'une élection, avant une élection. 2 jours. 2 jours. Mais publier, attention, on ne peut pas publier. Mais c'est ridicule. Il y a la loi de 1977 qui a été corrigée en 2002. Mais si vous voulez, il y a une commission des sondages que moi j'appelle commission de blanchiment. C'est-à-dire que son rôle, c'est d'exister et de ne rien faire.
D'abord parce que sur 9 personnes, il y a 7 conseillers d'État. Qu'on m'explique en quoi les conseillers d'État connaissent ce genre de choses. Sur les 2 experts qui sont recrutés, il va y en avoir un nouveau, là, bientôt. Il y a un juriste, déjà il y en avait 7, et il va y avoir quelqu'un qui est censé connaître les sondages. Je vais vous dire que la procédure de recrutement est très pointilleuse, puisque récemment on a dit je sais qui est candidat, je sais comment c'est fait. Ils vous ont pas proposé, non? J'ai été éliminé, je ne sais pas quel est le plaisantin qui a dit mon nom, mais évidemment, donc ça finit par transpirer, tellement c'est grotesque. Donc il s'agit, comme dans toutes les commissions d'État en France, de prendre des gens qui, de toute façon, sont des gens qui ne vont pas faire d'histoire. Voilà. C'est pathétique. Ce pays est pathétique de ce point de vue-là. Pas que pour cette commission, c'est pour tout. Il faut voir les précautions pour prendre des gens, surtout, qui vont rien dire. Hein, bon, c'est encore Clémenceau, c'était pour les commissions parlementaires, vous voulez enterrer un problème, nommer une commission. Mais si vous voulez, c'est une commission de blanchiment parce que toutes les fautes, ils ne bougent pas, ils ne disent jamais rien. Je vais prendre juste un exemple, le dernier, hein, récemment. C'est une commission qui est chargée du contrôle des sondages électoraux. Uniquement électoraux. C'est dire qu'il y a beaucoup de choses qui posent problème, parce qu'on peut faire des sondages pourris, c'est-à-dire sur des sujets dangereux, racistes. Si vous voulez, moi je vous fais voter 90% des gens pour la peine de mort. Hein. Il suffit de me demander quand, etc. N'importe quel sujet, je vous assure, quand on connaît, qu'on sait comment ça marche, au bon moment, etc., tout va être bon. Préparer un sondage. Sondage qui va donner le résultat qu'on veut, des majorités massives dans un sens, et sur des questions vraiment qui sont des questions plus que délicates. Bon. Mais ces sondages électoraux, récemment, alors c'est pas seulement en période électorale. Ces sondages électoraux. Récemment, un sondage, d'ailleurs je peux dire qu'il a fait, c'est Odoxa, hein, qui a fait un nouvel institut, qui fait sur les transferts de voix pour les élections départementales, hein, a calculé que 42% des transferts, des voix de gauche allaient passer sur le Front National. Ça faisait absolument énorme. Pourquoi ? Eh bien, je sais pas, la petite main qui a fait ça dans l'Institut de sondage a ajouté tant de pourcents du Front de gauche et tant de pourcents du Parti socialiste, sauf que les effectifs du Front de gauche et les effectifs du Parti socialiste étaient absolument pas les mêmes. Donc on a ajouté des pourcentages sur des effectifs différents, ça donnait 42, je crois me souvenir, hein, j'ai pas préparé, mais si on revenait aux effectifs et que on calcule les transferts de la gauche sur le FN, c'était pas 42, c'était 10 à peu près. Donc, une erreur, mais élémentaire d'arithmétique, faisait penser que les progrès du Front National étaient liés aux électeurs de gauche essentiellement. Bien entendu, c'est tellement énorme que, bon, là, c'est une bourde. Ils ont donné ça à un élève du cours moyen, hein, le calcul, là, parce que c'est quand même... bon, il y a encore au cours moyen, je ne sais pas. Mais et donc, la commission qu'a fait la commission... Elle n'a rien fait, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit, bien sûr, mais elle dit jamais rien. Elle dit jamais rien. Donc cette commission, elle aurait elle aurait la possibilité, par exemple, d'interdire la publication d'un sondage. Mais elle pourrait sanctionner. Elle ne le fait pas, elle a un pouvoir de sanction. Elle n'a jamais sanctionné. Je précise que les sénateurs avaient proposé la réorganisation de cette commission et dans leur rapport, ils avaient parlé de commission paresseuse. La présidente qui avait été auditionnée, qui est conseillère d'État, avait dit on n'a pas assez d'argent. Moi, j'ai fait remarquer au passage que l'Observatoire des sondages qui relève des tas de fautes, etc., sans argent. Hein, c'est pas besoin. Surtout quand on est conseiller d'État, on est déjà censé être payé. Alors, donc, l'Observatoire des sondages, vous avez un rôle de... Vous palliez un peu au manque d'analyse critique Quand je me suis aperçu que ça servait à rien de faire un livre, c'est-à-dire que quand j'avais fait livrer les sondages, j'avais eu un certain succès, j'avais beaucoup travaillé pour les médias, hein, beaucoup, et puis je m'étais aperçu qu'aussitôt après l'élection, ça recommençait pareil. J'ai dit mais c'est pas possible, pourquoi la critique est aussi peu efficace ? Je me suis dit c'est peut-être parce qu'elle est pas permanente, donc j'ai tenté de rendre la critique permanente avec un ami qui s'appelle Richard Brousse, parce qu'il faut veiller, moi j'ai un métier aussi, enfin bon, donc on a fait ce genre de choses et on a publié quand même au début, les premières années, 1 million de caractères par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, hein, c'est un vrai boulot. Bon, on n'est plus tranquille parce qu'on a accumulé maintenant, mais on repère les trucs les plus énormes puisqu'il n'y a personne pour le faire et qu'il n'y a pas de critique. Bon.
Très bien. Étant donné que c'est un travail dangereux, je suis en procès depuis 6 ans, parce que quand je dis des choses, j'ai eu un procès avec M. Buisson sur les sondages de l'Élysée. J'ai gagné 2 fois, en première audience et en appel. Et puis maintenant, j'en ai un avec la société fiduciale. J'ai gagné en première audience, mais on fait appel. Mais les attendus du tribunal, heureusement, il y a la 17e chambre qui veille un peu. Mais les attendus, c'est quand même une poursuite bâillon. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun motif de me poursuivre. Mais en France, plainte avec constitution de partie civile, on peut vous poursuivre, journaliste aussi, hein, sur n'importe quel prétexte. À partir du moment où quelqu'un a les moyens de faire appel à ce qu'on appelle la justice, en fait, saisit un juge d'instruction. Donc, si vous voulez, pour avoir dit juste des choses comme ça, il faut quand même savoir que je suis mis en examen. Ah, carrément, vous êtes mis Oui. en examen pour avoir critiqué Oui, ou mis, absolument. commenté les Absolument. sondages de l'Élysée, par exemple? Ah ben ça, oui. Là, c'est en l'occurrence pour un sondage qui s'appelait la deuxième mort de l'IFOP et qui expliquait que pendant la campagne présidentielle, l'IFOP, le baromètre IFOP fiducial étant une boîte de conseil fiscal, qui, à mon avis, n'a rien à voir avec les sondages, c'est l'abus de bien social pour moi, mais bon. La justice s'en fiche, manifestement. Mais toujours est-il que c'était des sondages qui étaient favorables de manière manifestement univoque à Nicolas Sarkozy, pour avoir signalé ça, et pour avoir signalé qu'il y avait un problème, je le signalais d'ailleurs plus aux législateurs, il y avait un problème, si les entreprises se mettaient à financer des sondages sans but social qui le justifie, eh bien, on était dans la dérive du financement politique. Alors, les entreprises, c'était certaines entreprises qui payaient la Ben là, réalisation de ces sondages. c'est toujours le cas. D'ailleurs, je vais peut-être avoir une nouvelle plainte. Non, il faut faire très. Je suis obligé de dire. Je suis obligé de dire. Enfin, je peux le dire. De toute façon, j'ai toujours fait attention parce que j'ai toujours su que ça allait arriver. C'est arrivé par M. Buisson à cause d'une interview dans Libération. Je n'ai fait que dire ce qui était vrai, mais il fallait pouvoir le prouver. Le tribunal très libéral a reconnu qu'il y avait une diffamation. Parce que maintenant, on sait que c'est vrai. C'était du financement illicite. Mais à l'époque, c'était avant que ce soit passé certaines choses après. Et donc, le tribunal a reconnu qu'il y avait une diffamation légitime, ce qui est quand même... dans le cas où les propos sont tenus par une personne compétente. C'est-à-dire, m'a fait confiance. Ils avaient raison de me faire confiance. Donc, donc vos propos ont été interprétés comme une diffamation, mais légitime. Les diffamations légitimes. Ah oui, parce il n'y avait que pas d'insulte. vous avez été reconnu comme compétent sur le sujet. Oui. Quand même. Oui, quand même. Et la dernière fois, je vous dis, c'est poursuite bâillon, reconnue par le tribunal. J'espère que ça va être confirmé en appel. Mais je veux dire, ça devient des choses dangereuses que d'intervenir. Si on dit que des choses qui plaisent, ça va. Hein. Si vous faites que du commentaire de sondage, on ne risque rien. C'est faux, mais on ne risque rien. Et si on fait la critique, il y a des précautions à prendre. Et même quand on prend toutes les précautions, l'humour, les détours, hein, écrire entre les lignes et tout ça, de toute façon, il faut savoir qu'il y a des dispositions juridiques qui sont de plus en plus connues par un certain nombre de gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont des cabinets d'avocats qu'il suffit de payer. Et que moi, je milite pour un changement de façon légale hein, sur la question de la liberté d'expression aujourd'hui, hein, par expérience. Je peux le dire, par expérience. Louis ? Oui, je crois que c'est très grave, là, pour rebondir sur les propos de Alain Garrigou. Au pays de Voltaire et au XXIe siècle, l'exercice d'une liberté critique sur un milieu qui fonctionne de manière tout à fait opaque et sans que l'on puisse requérir un embryon de transparence sur la manière dont sont effectués les sondages, qui sont les commanditaires, etc., et comment tout ceci fonctionne, dès l'instant qu'on exerce son droit de regard, l'on peut s'exposer comme cela à la vindicte d'un univers assez puissant, qui a également les moyens pour effectivement essayer de bâillonner la liberté critique, qui est le propre d'ailleurs du monde universitaire. Hein. On n'aurait plus d'université en France et de recherche scientifique si nous n'avions pas des professeurs comme Alain Garrigou,
qui nous éclaire sur la manière dont fonctionnent nos sociétés et sur les aberrations du système sondagier. Alors on voit une fois de plus que effectivement, hein, dès qu'on s'attaque, même si c'est juste par des mots, une analyse critique au cœur un peu du système, tout ça peut être la réponse ne tarde pas à se faire attendre dans ce domaine, comme vous disiez, comme dans d'autres, hein, parce que il y a tout un tas il y a un certain nombre de lanceurs d'alerte qui en font les frais. Et d'où aussi le concept finalement de lanceur d'alerte dont on n'aurait pas besoin s'il n'y avait pas tous ces problèmes-là. Vous considérez en quelque sorte comme un lanceur d'alerte sur la question des sondages, ou un observateur, un analyste critique? Voilà. Non, le terme, je me sens solidaire. Hein. J'ai vu des choses, j'ai suivi par la force des choses ce genre de choses. Après mon procès, le premier procès que j'ai eu, il y avait le procès de Monsieur Serralini suite Monsanto dans la même salle. Je l'ai su après. La même salle. Savez-vous combien Monsanto avait d'avocats dans la salle? Une 12aine. Ah oui. Bon, ça veut dire des choses, voilà. Bon, je crois que M. Serralini a eu après des problèmes de santé. Je pense que quand on est harcelé comme ça, on joue sur ses capacités de résistance. Oui. Bon, voilà. Alors ça, c'est un lanceur d'alerte, tout ça. Non, moi, je fais mon travail critique. Moi, je fais le travail des universitaires. C'est tout, c'est le boulot d'un universitaire. Je fais la science politique. Alors, il manquerait plus que ça, que la science politique, ce soit une science où on n'ait pas de risque. Franchement. Voilà, on va en rester là. On a déjà débordé, mais c'était vraiment passionnant, donc ça valait la peine. Merci beaucoup, Alain Garrigou, pour ces informations, cette analyse qui est assez éclairante, parce qu'on a beau sentir que les sondages, c'est quand même bizarre, mais là, évidemment, vous nous éclairez sur la question. Donc, merci beaucoup. Merci Louis Sézy, merci Jérémy Mercier. Merci Michel Zran. La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante. Car il pense comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr